Alors, on vient de parler de ce Truth Social de Trump, de ce pseudo envoi d'un bateau hôpital vers le Groenland. Et je vous ai expliqué que c'est le recyclage, hein, c'est pas maintenant à 79 ans qu'il va changer ses habitudes, le recyclage d'une méthode chez Donald Trump de faire diversion en cas de problème. Et pendant des années, c'est ce que Donald Trump a fait pour éloigner l'attention médiatique vers sa personnalité, mais plus fréquemment vers les problèmes de la Trump Org, qui était à New York et qui avait une relation extrêmement particulière avec la loi. Ça n'a pas changé non plus d'ailleurs, je crois, hein. Je crois Non, que non. ça, c'est pas une breaking news, ça. Ça, ce n'est pas une breaking news. Et donc, dans ces années 70, 80, 90 et au début des années 2000, Donald Trump avait pris l'habitude de, et c'est pas le seul évidemment à l'avoir fait, on appelle ça planter des histoires. C'est-à-dire que planter des histoires, c'est que vous donnez des informations. Souvent, vous avez des relais dans les médias qui, de manière anonyme, vont prendre vos histoires. La dernière fois qu'il a fait une des fois les plus importantes, ça a été, du moins les plus importantes, les plus intéressantes, ça a été lorsque Elon Musk a quitté Doge. On sait dans quelles conditions ça s'est passé. On a découvert 15 jours après que c'était Donald Trump lui-même qui avait communiqué avec des journalistes du New York Times pour leur donner les informations sur le fait que Elon Musk était complètement accro, qu'il avait cette surconsommation de kétamine et qu'il avait même des problèmes de digestif, on va dire, en tout cas de retenue de certaines choses. Tout ça venait de Donald Trump. Hein. C'est Donald Trump, président des États-Unis, qui avait dit non, mais ok, tu essaies de me. Et c'est pour ça que, en réponse à ça, Elon Musk, avant de l'effacer, avait posté ce X en expliquant que Donald Trump était dans le dossier Epstein. Hein, vraiment, on était dans une période de guerre entre les deux personnages. Et là, c'était fait, évidemment, président des États-Unis, et ça ne le concernait pas directement, c'était d'aller descendre un ennemi. Dans les années 70, 80, 90, ces années d'homme d'affaires, le problème, c'est que, un, il n'était pas président des États-Unis, et deux, il avait besoin de défendre Donald Trump. Et évidemment, si Donald Trump appelle, le New York Times appelle n'importe qui pour dire, voilà, je veux prendre la parole de Donald Trump, je veux prendre la défense de Donald Trump, ça n'a pas le même poids, forcément, et ça n'a pas le même vernis d'authenticité. Et donc, dans les début des années 80, à la fin des années 70, Donald Trump a suivi un conseil paternel. Son père, Fred, qui lui aussi était dans le développement immobilier, s'était rendu compte que les médias faisaient déjà rarement leur boulot et que on pouvait placer des informations dans les médias pour défendre ce qu'on était en train de le faire en prêtant des propos à des citoyens normaux qui faisaient une lettre de soutien, par exemple, à ce qu'était en train de faire Fred Trump, ou à des gens qui étaient soi-disant des responsables au sein de la Trump Org qui venaient expliquer certaines choses et prendre la défense de leur patron sans que ça soit une défense trop forte. Et donc, Fred Trump avait créé Mr. Green. Monsieur Vert, oui, on est dans les couleurs aujourd'hui, l'orange, le vert. Comme le Grinch. Et donc, Mr. Green était cette personne fictive qui venait apporter son soutien à Fred Trump lorsqu'il était dans des polémiques. Oui, Thomas, je te sens inspiré. Non, je sens quelqu'un qui s'inspirait de ça. C'est qui l'auteur
aussi dans le cercle Trump qui citait un auteur économique qui était en fait lui-même, qui avait changé son nom. Si dans le chat, Navarro. Pete Navarro, qui avait fait la même chose un peu plus tard, ça me fait penser à ça. Ouais, et d'ailleurs, Pete Navarro, petite parenthèse, il y a quelques jours, je vous ai montré les salaires de certains membres de la présidence de Donald Trump. Ah, il touche toujours en chèque, lui. Et je suis allé voir, et Pete Navarro, pour être un conseiller économique de Donald Trump, c'est-à-dire passer de temps en temps sur Fox News pour dire combien les frais douaniers sont vraiment extrêmement importants, touche $250,000 par an. Ça va bien la vie après la prison. Ah, ça va bien la vie à la prison. En fait, c'est une manière de récompenser quelqu'un qui a fait de la prison qui a fait de la prison et qui n'a refusé de charger Donald Trump. Mais on en revient sur ces personnages fictifs. Donc, le père de Donald Trump avait créé Mr. Green. Et quand le fils a pris la suite, il s'est dit, je vais créer mon Mr. Green à moi. Et résultat, je vais vous montrer cet article. Je suis allé le récupérer dans les archives papier du New York Times. Hein, vous allez voir, c'est cette forme assez particulière de 1980. On est en 1980, 6 juin 1980, et il y a une énorme polémique. L'énorme polémique, c'est que c'est ce qui va servir à la tour Trump. Il y a un bâtiment historique qui a été acheté et les voisins, un jour, se sont rendus compte, à leur grande stupéfaction, que les sculptures qui étaient classées et uniques à l'intérieur de cette tour avaient été détruites par les ouvriers de Donald Trump. Et donc, c'est une énorme polémique à l'époque parce que ce sont des œuvres inédites et qu'on ne peut pas remplacer. Hein, c'est un petit peu comme Donald Trump est allé détruire, vous voyez, il y a de la continuation dans les idées, la East Wing de la Maison-Blanche. C'est que je détruis. Ouais. Dans la nuit, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans la nuit, j'envoie mes équipes détruisent, et puis après, c'est trop tard. Et donc, Trump avait besoin de quelqu'un pour prendre la défense de Trump et dire des choses tellement énormes qu'il s'est dit, je ne peux pas le faire moi-même. Et donc, il a donné la parole, ça commence à la dernière ligne, à John Barron. John Barron, qui est un vice-président, on va découvrir, un vice-président de la Trump Org, qui explique qu'en fait, non, tout ça, c'était des pierres sans vraiment de valeur. C'est tout à fait normal de les avoir détruits parce qu'on pensait que c'était des œuvres d'art. Pas vraiment, donc on défend... Ouais, vas-y. Et il explique, écoutez, j'ai vu... chaque statue, les statues, elles coûtaient $9,000. Ça m'aurait coûté $32,000 pour les sortir. Donc, ça valait pas la peine. Ouais, parce qu'en plus, il utilise cette formule qui est importante. Vous allez le voir, on va en reparler plus tard en expliquant que il n'y a pas de mérite artistique. Ouais. À la chose, c'était pas intéressant. Donc évidemment, le New York Times est allé demander à des spécialistes de l'art, des spécialistes de l'architecture, et tous disent non, c'était le truc, c'était complètement unique. Le musée n'aurait jamais accepté si c'était pas de l'art. Non, c'est complètement bidon. Mais donc, il y a John Barron, le vice-président de la Trump Org, qui va apparaître et qui va devenir une figure extrêmement importante et qui va être celui qui défend les journalistes. Et John Barron, effectivement, spoiler alert, vous vous en doutez, dans la réalité, ce John Barron, c'est Donald Trump lui-même qui appelle les médias ou qui envoie des lettres signées par John Barron. Il n'y a aucun John Barron dans l'organigramme. Je suis choqué. Dans l'organigramme de la Trump Tower. Et John Barron était membre. Était un des sujets lorsque vous avez vécu avec nous le procès sur les fraudes fiscales de la Trump Org. C'était important parce que John Barron est à l'origine
des doutes de Forbes sur la fortune de Trump. Parce que, vous le savez, Donald Trump utilisait des faux chiffres. Il donnait des faux chiffres à Forbes qui expliquaient qu'il avait une fortune de X milliards. Résultat, après, il prenait l'article de Forbes et il allait voir les banques en disant « Mais regardez, si Forbes dit que j'ai des milliards, donnez-moi un crédit à taux avantageux par rapport à ça. » Et à un moment, du côté de Forbes, on a commencé à enregistrer les conversations téléphoniques avec John Barron. Et on s'est rendu compte que le John Barron en question, c'était Donald Trump qui utilisait quelque chose pour un petit peu masquer sa voix, mais que toutes les expertises démontraient que le vocabulaire utilisé, je vais y revenir, le rythme de parole et le ton, dans la réalité, c'était Donald Trump qui se faisait passer pour le vice-président de la Trump Org. Et on va écouter en 1900 une de ces conversations qui a été faite en 1984, qui a été publiée il y a quelques années au moment des procès par CNN, parce que ces enregistrements faisaient partie du procès, parce que c'est un moment où John Barron, Donald Trump, appelle Forbes en leur disant « Non, j'ai vu les chiffres, c'est vraiment ça, ou vous êtes trompé, c'est 200 millions de plus. » Donc, on va écouter John Barron. Trump posing as his Vice President of Finance, John Barron. The audio is from 1984, and the journalist is named Jonathan Greenberg. He says Barron tricked him. Take a listen and see if you can tell who it is. Most of the assets have been consolidated to Mr. Trump, because you have down Fred Trump. And I'd like to talk to you off the record if I can, just to make your thing easier. Okay, sure. Is that all right? Yeah, that's fine. All right, but I think you can really use Donald Trump now, and you can just consolidate. I think last year somebody showed me the article, and I think you had 200 and 200. And really, it's been pretty well consolidated now for the most part. As I also think somebody had mentioned that you had asked about that, or somebody had, and it's been pretty well consolidated. Okay? Jonathan Greenberg joins us now. Thank you very much for joining us and for taking the time to... Si vous fermez les yeux et on vous dit écoutez ce segment et dites-nous qui c'est, Ouais. vous dites 10 fois sur 10 que c'est Donald John Trump qui est père de Barron Trump qui est devenu John Barron. Exact. Martin, Cadeau. Allez, cadeau, c'est parti. C'est parti, Martin. Fantomas Donc, démasqué. Fantomas démasqué, journaliste d'enquête, Martin aussi. Ces discussions avec Greenberg de Washington Post sur les questions économiques, comme l'avait fait Forbes, c'est un des éléments. Il y a d'autres éléments de conversation. C'est lorsque, en 1991, cette fois-ci, Donald Trump se fait passer, avant de revenir sur Donald Trump, sur John Barron, il s'est fait passer en 1991 comme étant John Miller. Parce qu'en 90, je vais expliquer pourquoi le surnom John Barron était tellement guerrier qu'il en a choisi un nouveau et il est devenu John Miller. Et donc, à ce moment-là, et vous allez voir avec qui, il est au milieu d'une polémique sur son divorce et l'adultère. Donc, vas-y. Donc, ça, c'est l'article du Washington Post qui raconte, regardez, ça date d'il y a 9 ans, qui raconte le fait que Trump se fait passer pour son publiciste, donc est en charge de sa communication, et va discuter avec une journaliste. Et peu à peu, la conversation va glisser sur une série de compliments sur Donald Trump en tombeur des femmes, en expliquant que c'est un séducteur sans pareil, etc. Le moment le plus intéressant, la conversation, je n'ai pas pu la récupérer, elle est intégralement, et à l'audio, elle est encore plus proche que ce que vous venez d'entendre, elle est sur le site du Washington Post. À un moment, Trump oublie qu'il est John Miller, et au lieu de dire « he
en parlant de Trump, plusieurs fois, il dit « aïe, je ». Et puis, il se rend compte, il se corrige. Mais on va avancer. Oui. Incroyable. Après, on se demande vraiment s'il pourrait être Krasnov aussi, tellement qu'il a d'identité, de personnalité. Et donc là, la journaliste, elle n'a jamais entendu parler du John Miller qui l'appelle en lui disant « je suis le porte-parole de Trump ». Et elle lui dit « mais comment, je ne vous connais pas ?» Elle dit « je suis nouveau. Je viens d'arriver, John Miller, mais je suis quelqu'un qui le connaît vraiment bien et je crois qu'il me fait confiance et il m'aime bien. Et donc, voilà. » Il s'est donné une porte de sortie, par contre. Exactement. En se disant, il ne faut pas que je me fasse griller une deuxième fois. Donc, je vais expliquer, ouais, je suis nouveau ici. Je vais faire ça un peu à droite et à gauche pour lui et après, ouais, je vais continuer avec ma vie. Ouais, donc, c'est quoi je suis responsable de la communication de Trump, mais je fais ça à temps partiel, les gars. C'est quoi cette vous logique? pouvez pas vérifier si je suis là parce que finalement, je vais plus l'être. Hein. C'est juste là et puis, ouais, je vais aller faire autre chose. En attendant, comme ça, je fais ça. C'est un part-time. Le gros, il se croyait vraiment dans un jeu de Cluedo, quelque chose, Donc, quoi, se dire. Évidemment, il raconte dans cet appel Incroyable. que toutes les femmes veulent de lui, que d'ailleurs à l'époque, la plus grande star de la pop music à l'époque, c'est Madonna. Et donc, il révèle que Madonna... il est obligé, pas lui, pas John Miller, mais Donald J. Trump, il est obligé de lui dire non merci, de la repousser, qu'il a même peur d'être dans les mêmes lieux que Madonna qui le désire tellement que voilà, c'est comme ça. Et donc, l'article revient sur le fait que, regardez, dans les années 70, 80 et 90, il a utilisé le nom de John Barron plusieurs fois. Et à l'époque... c'était pour défendre, alors là, avant de montrer l'extrait, je suis sûr que le chat ne se souvient plus de ce moment-là dans la vie tumultueuse de Donald Trump. C'est les mêmes années où il était ami avec un certain... Epstein, je crois. Fantastic Guy. Ouais. The best. Jeffrey Epstein. Ouais. Et donc, à l'époque, c'était parce qu'il avait trompé sa femme avec... une personne qui était absolument amoureuse de lui et qui allait sûrement faire sa vie avec lui. Elle a terminé avec un président, mais pas le président des États-Unis. À l'époque, c'était Carla Bruni, effectivement, qui était l'amoureuse de Donald Trump. Vas-y, on peut avancer dans l'article, bravo. Donc, voilà, en expliquant qu'il avait dump Maples pour sortir, c'était l'époque où il chassait que c'est ce qu'il dit, le terme chasser, des supermodèles, et donc avec Carla Bruni. Et en plus, en ce moment, il est ultra riche. Ouais, c'est ça, en plus, en ce moment. C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas, mais il est ultra riche. À cette époque-là, c'est le moment où il n'y a plus une banque qui veut lui prêter de l'argent. C'est un moment où tout le monde dit Donald Trump va terminer en faillite. Et donc, résultat, son publiciste dit non seulement Carla Bruni, hop, Madonna, hop, mais en plus de ça, là... il y a du lourd. Hein. Il y a de l'oseille. Exactement. Et donc, Carla Bruni, ça ne s'est pas terminé en mariage, apparemment, parce que, voilà, Donald Trump, et c'est dans ces phrases-là qu'il dit, ouais, il ne veut pas vraiment, he really didn't want to make a commitment, et quand il le répétera plus tard, il dit, ouais, je ne veux pas vraiment m'engager avec... Donald Trump ne veut pas vraiment s'engager à quelqu'un. Moi, je vais revivre ma vie, je vais faire autre chose. Donc, on va continuer dans cette article-là. Donc, regardez, là, on parle toujours... Madonna wanted to go out with him. Non, ouais, Madonna voulait... évidemment que Carla Bruni, ouais, c'était juste une seule fois, mais regardez, c'est Donald Trump, c'est John Miller qui donne l'information. J'en peux plus. Mais comprenez, Madonna, c'est pas possible. Il a pas la santé. Il a déjà 3 copines en même temps. Il a déjà 3 copines en même temps. Mais quand vous prenez la citation et que vous lisez I think it's somebody that, you know, she's beautiful. I saw her once, quickly and beautiful. Et je vous dis, ok, c'est qui cette personne qui a dit cette phrase écrite de cette manière, prononcée de cette manière? Il n'y a qu'une seule personne, ou peut-être 3 personnes techniquement maintenant au monde. John Barron et Donald Trump. C'est Trump et c'est impossible de nier.
Non, c'est impossible de nier. Vas-y, Thomas, on continue dans l'article. C'est pas fini, il y a pire qui arrive. Vous me connaissez, il y a pire qui arrive. Et donc, voilà, on voit qu'il a commencé à apparaître dans plusieurs articles dans les années 80. C'est l'article que je vous ai montré que sa position professionnelle au John Barron a changé selon les interviews. Une fois, il était porte-parole, une fois, il était vice-président, une fois, c'était un cadre, une fois, c'était un représentant de Donald Trump. Dans la réalité, c'était Donald Trump. Comment on sait ça? Comment on sait que c'est Donald Trump? Il y a une preuve absolue que c'est Donald Trump, John Barron. Et avant de voir cette preuve-là, il y a des indices extrêmement forts que Donald Trump est John Barron. Évidemment, Cody vous l'a dit tout à l'heure, son deuxième prénom, c'est Donald John Trump. Il a appelé son fils Barron. Mais on va revenir à l'âge d'or de Donald Trump, qui est absolument pas lié à l'immobilier. L'âge d'or de Donald Trump, c'est The Apprentice. On est d'accord. C'est ce show de télé-réalité où on vend Donald Trump comme étant cet homme d'affaires qui a énormément de succès. C'est un triomphe tous les jeudis soirs sur NBC. Les premières saisons de The Apprentice vraiment cartonnent aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, Donald Trump se dit il y a vraiment de l'argent à faire, de l'argent facile à faire à la télévision. Et les shows de télé-réalité, c'est bien, mais il y a quand même mieux, ça serait de faire une série. Est-ce que tu connais l'histoire de la série de Donald Trump? Une série Trump. Une série Trump, et on l'appellerait la tour, The Tower. Trump Tower. Comme Non, Trump vraiment, Tower. c'était un projet. On va voir cet article qui en parle, un article du Washington Post, à côté, série, qui raconte que ça a été ce projet qui a été extrêmement bien avancé. L'idée était de faire, si vous connaissez cette série référence qui est extraordinaire sur la Maison-Blanche West Wing, donc c'est de se dire, voilà, c'est West Wing, mais dans le monde de l'immobilier, et le héros, ça serait Donald Trump. Évidemment, ça ne serait pas Donald Trump lui-même, ça serait un personnage de fiction, mais qui serait inspiré entièrement de la vie de Donald Trump. Donc à l'époque, sa compagnie de production engage une scénariste de série aux États-Unis qui s'appelle Gay Wash, et elle a écrit le pilote complet de cette série qui s'appelle The Tower, où le personnage, vous voyez, c'est Donald Trump avec le divorce, avec des adultes, des enfants qui ont déjà l'âge adulte, une vie compliquée, et elle va même prendre sur les conseils du producteur, et le producteur c'est Donald Trump, dans les livres de Donald Trump, dans The Art of a Deal, des exemples précis de Donald Trump en disant, ben voilà, c'est ce qui va alimenter le personnage, c'est qu'on va aller prendre 20 ans de choses que Donald Trump a fait et on va les mettre dans le cadre de sa fiction. Si la série The Tower n'a pas avancé, n'est pas devenue une réalité, une des raisons, c'est que Donald Trump s'est présenté à l'élection présidentielle. Et en plus, il a été élu. Peut-être il aurait poursuivi cette direction-là, mais il avait prévenu, il a dit voilà, évidemment, si je suis élu président des États-Unis, je ne pourrai plus m'en occuper. Et donc, The Tower est arrivé là. Et Gay Wash a été interrogé par le Washington Post sur le processus de travailler avec Donald Trump. Et ça s'est super bien passé. Elle dit, ben, en fait, Donald Trump avait une seule note, une seule exigence. C'est que le héros s'appelle John Barron. Que le héros de la série qui joue Donald Trump s'appelle John Barron. Il a des vrais problèmes à la tête. Souvent, on dit « Ah, mais c'est parce qu'il est vieux. » Non, il a toujours eu des vrais troubles, problèmes. C'est pas normal. Ce qui est fou, c'est qu'il a nommé 2 de ses 3 fils de son nom. Parce qu'on a Don Jr., bon, il y a Eric qui est au milieu, et ensuite, il a appelé l'autre Barron, qui est... son alter ego, quoi. Donc, il a 2 fils qui sont nommés. Et il a dit, OK, 2 fois, je veux avoir un deuxième Donald Trump. Non, je sais, c'est complètement fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on sait pourquoi Trump est fasciné
par Baron. Parce que Baron, évidemment, en anglais comme en français, ça veut dire le baron. Et Ouais. ce qu'il aime, c'est le mot français, le baron. C'est d'avoir cette image-là. On est choqué que c'est pas King, alors, ou roi. Ce serait Mais King, Similaire pourquoi comme c'est idée. pas King? parce qu'il y a Martin Luther King. Parce que Ça King, s'invente. c'est un nom à connotation Noire, afro-américaine Bien sûr. aux États-Unis. C'est un nom très Et fréquent. Prince s'est déjà pris, Exactement. surtout Donc, à l'époque. et quand je vous dis que cette obsession pour le baron, en général, c'est je prends ce pseudo, je demande la seule chose, hein, regardez, the only one note, la seule demande que j'ai au niveau, lorsque j'ai lu le scénario du pilote, c'est que le personnage principal qui est basé sur ma vie, il s'appelle John Barron, c'est que alors qu'il était marié avec Ivana, il était en train de tromper Ivana en sortant avec Maria Marples. Lorsqu'il y a eu le divorce, on a appris au moment du divorce qu'il utilisait un nom de code lorsqu'il laissait un message. Il laissait un message téléphonique, il ne disait pas « Hé, c'est Donald Trump », il disait « Allô, c'est le baron ». C'était le nom de code qu'il utilisait pour organiser ses rendez-vous dans le cadre de l'adultère. Et il l'appelait en disant « c'est le baron ». C'est ce gars, tout le monde a connu ce gars à l'école primaire qui voulait absolument un surnom et qui disait à tout le monde hey, appelez-moi XY baron. Et personne ne voulait le faire. Et c'est arrivé au point où le gars, il a 50 ans, il a 3 enfants et il est là à appeler sa maîtresse en disant c'est le baron. Non, mais c'est quelle honte. Oh, vu qu'on est dans en plus une soirée où on a fait un maintenant cinéma, pour la parenthèse, j'ai fait un film à la fac où mon méchant, il s'appelait comment? Le baron. Le baron. Et je savais même pas. Donc c'est vraiment, tout est toujours lié. Hein. Donc, c'est fou hein, ce que je vous raconte là. Malade. Non, c'est clair, c'est fou. Ah, hein. c'est On vous a promis tordu. une émission du dimanche complètement folle. C'est fou. Mais c'est pas fini. J'ai pire. Le chat, Le chat, tu l'as déjà le perdu. chat, Le chat dites-nous extraordinaire. si vous voulez le reste. Pendant ce temps, je refais le plein de thé. À tout de suite. Je vous ai promis pire. Je crains le pire. Vous pouvez. Tu peux, Thomas. Vous pouvez. On a une preuve absolue que John Barron, c'est bien John Trump. Je vais vous la montrer dans quelques minutes. Vraiment, une véritable preuve. Quoique déjà, les papiers du divorce, et il s'est battu pendant des années. Et peut-être c'est à cause de ça, il s'est battu et il a fait des procès, des menaces de procès à tout le monde pour empêcher que les informations sur son divorce soient rendues publiques. Et c'est donc dans ces informations-là qu'on a vu que son nom de code, c'était le baron. Mais il y a autre chose, on va vous en parler. Mais on a parlé de John Miller, on a parlé de John Trump. C'est une forme de parenthèse, mais vous allez l'apprécier, vous allez voir. Avant de terminer sur John Barron, je voudrais vous parler de Caroline Gallego. Thomas, je vais vous parler de Caroline. Et donc, on remonte, je crois qu'on est en 92, excusez-moi, merci, 1992. Et le magazine new-yorkais, vous allez voir le titre, hein, vous allez comprendre tout de suite que c'est un magazine new-yorkais, qui s'appelle, Thomas va vous montrer la une tout de suite, New York, fait une série, un long, très très long portrait que je suis allé lire, qui s'appelle Fighting Back sur Donald Trump. C'est un article. Alors, Julie Baumgold, c'est la journaliste vedette de New York. Elle est extrêmement réputée. Elle a une émission à la télévision locale, et elle fait des portraits. C'est toujours formidablement bien écrit, beaucoup d'humour, extrêmement bien documenté, etc., etc. Et elle fait ce papier qui est très positif pour Donald Trump, parce qu'en 1990, on pense que Trump, c'est fini, et c'est parce que quelqu'un, et c'est un des éléments dont on a parlé il y a quelques jours, du fait que du côté de Epstein, il y avait cette relation privilégiée avec la Deutsche Bank. En tout cas, à la même époque, la Deutsche Bank vient sauver Donald Trump. Au même moment où elle devient la banque numéro 1
de Jeffrey Epstein, elle vient sauver Donald Trump, qui d'un coup se retrouve avec du cash et va utiliser ce cash pour l'âge d'or de la Trump Org. Et donc, il y a cet article, on va le voir, Fighting Back, avec de superbes photos, où on raconte, Julie Baumgold raconte le retour de Donald Trump. Il y a 2 pages dans cet article qui sont extrêmement intéressants aujourd'hui quand on les relit justement à l'aune des informations Epstein, qui sont extrêmement intéressants parce que ces 2 pages sont sur Trump et les femmes. Et évidemment, il y a le côté noceur qui veut être entouré en permanence. Cette photo est excellente. Hein, non qui veut être entouré uniquement de supermodèles, etc., et qui ne respecte pas les femmes. Il y a cette dimension-là, et qu'il refuse, il n'accepte pas lorsque quelqu'un lui dit non. C'est dans les années 192, ça ne fait pas sursauter le monde, mais quand on repense Jean Carroll, toutes ces plaintes contre Donald Trump, tu peux aller sur la 2e page, dans ces 2 pages de cet article-là, il y a quelque part là, ce portrait en filigrane d'un Trump qui est à la limite de l'abus. Ça rappelle, ce qui est écrit dans cet article rappelle le Trump qui se vantait de pouvoir grab les femmes par où il voulait parce que c'était une star. Donc, ce papier sort. Alors, pour notre nouvelle génération, les gens qui n'ont pas vécu l'âge d'or des médias, à une époque, quelque chose qui était vraiment très important dans les magazines, c'était le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs, c'était publié à chaque numéro c'était 2 à 4 pages dans The New York où les gens commentaient. Hein, c'était avant les commentaires à la fin des articles, commentaient ou réagissaient à certains articles. Et donc, le temps que les lettres arrivent, 2 numéros après, il y a cette lettre qui apparaît dans The New York qui attaque l'article en question. On va le voir, dans VAD, c'était tout le courrier. Et donc, vous avez cette note tout en bas de Caroline Gallego du 7 décembre 1992. Et elle dit, basé sur le fait que je travaille pour Donald Trump comme sa secrétaire, et donc du coup, je le connais bien, je pense qu'il traite les femmes avec great respect, l'expression est importante, contrairement à ce que Julie Baumgold a sous-entendu dans son article. Je ne crois pas qu'aucun homme en Amérique ne reçoit autant d'appels de femmes qui veulent le voir, le rencontrer ou sortir avec lui. Les femmes les plus belles du monde, les femmes qui ont le plus grand succès, elles veulent toutes ces femmes adorent Donald Trump. Oui Thomas, tu vois où je vais en venir ? On a vu cette vidéo de Rudy Giuliani qui porte une perruque. Est-ce que Trump vient juste nous faire pareil ? Est-ce que Trump vient juste nous faire pareil ? Oui, parce que évidemment, cette lettre-là, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, elle reprend des formules que l'on a lues et entendues depuis chez Donald Trump, à ce côté qu'il n'y a personne qui a autant de respect chez les femmes. Regarde ce tweet, on est en pleine campagne 2015-2016. Regardez, 23 décembre, où vous avez cette réponse à Hillary Clinton qui vient de mettre en avant le fait qu'il avait un penchant pour le sexisme, et cette formule « I have great respect for women ». Est-ce que tu peux retourner à la lettre de notre amie Caroline Gallego ? Ouais, et même sans le tweet, dès qu'il était parti en The most beautiful woman, the most successful woman, il est cuit. Oui, parce que cette phrase-là, I do not believe any man in America gets more calls. C'est très précis. Ouais. Hein, je ne pense pas qu'aucun homme en Amérique ne reçoit autant de coups de téléphone de femmes qui veulent de lui que Donald Trump. Cette phrase, mot par mot, elle a été
dite non pas par Donald Trump, hein, soyons clairs, mais par un certain John Miller. Dans cette conversation dont je vous ai parlé de 14 minutes, lorsque John Miller appelle la journaliste de People pour défendre Donald Trump et lui expliquer que Madonna veut de lui, il y a exactement la même phrase. Il y a exactement la même phrase. Et puis, il y a le travail qui a été fait par un tout petit journal. Donc, c'est tout ça, il n'y a pas eu de presse nationale qui en a parlé. On aurait dû en parler pendant la campagne. On n'en a pas parlé. Mais tout ça a eu un écho dans la presse locale, New York, et du côté de Washington, un magazine qui s'appelle The Washingtonian, qui a fait son enquête et qui a découvert que, surprise, il n'y a pas d'employé à la Trump Org qui s'appelle Caroline Gallego. Il n'y en a pas. Ni comme secrétaire, parce qu'elle dit, voilà, je suis sa secrétaire, donc je le connais très très bien. Caroline Gallego n'existe pas. À l'époque, Abby Gingras, dans son travail d'enquête, elle va interroger l'avocat de Donald Trump, qui est Michael Cohen. Et Cohen lui dit, j'ai vérifié, il n'y a pas de... Alors évidemment, elle n'explique pas que c'est par rapport à la lettre. Elle demande simplement à parler à Caroline Gallego. Et Cohen, c'est dans l'article, lui dit, il n'y a pas de Caroline Gallego qui a jamais travaillé à la Trump Org. Et donc, Caroline Gallego, non employée de la Trump Org, qui parle comme John Miller et qui parle comme Donald Trump, évidemment, qui est l'auteur de la lettre? Trump. Et c'est pas fini. Je vous ai dit, on a besoin quand même d'une preuve absolue. Ah, parce que là, on n'est pas convaincu. Le chat n'est pas convaincu, là, avec ces trois exemples. Non, moi j'ai le sentiment que le chat ne croit pas que nous sommes face à cette... J'aime les preuves. Non, c'est important, les preuves dans la vie. C'est important, les preuves. Grâce à la justice et grâce à Time, qui a été le premier magazine à avoir accès à ces documents, on sait que John Barron, c'est Donald Trump. Alors là, c'est pareil. On retourne dans les années 90 et Donald Trump est face à un problème majeur. Vous allez voir, il n'y a pas à s'inquiéter. Il a engagé de la main-d'œuvre illégale pour construire la Trump Tower. On va le dire à Christine Holmes, ça. On va le dire à Ice. On est donc... Vous voulez faire des économies, le Trump. Exactement. Et à l'époque, la main-d'œuvre illégale, il est allé engager des Polonais. Il y a une photo de cette époque qui raconte l'histoire. Donc, on est en pleine construction de la Trump Tower. Et il ne veut pas payer des employés légaux parce qu'il ne veut pas payer les syndicats. Et il ne veut pas payer l'assurance santé. C'est triste, mais rien n'a changé en fait. Rien n'a changé. Et donc, il engage des Polacs. C'est la manière dont ils en parlent dans cet article-là, avec le terme péjoratif. Et donc, nous sommes dans les années 80, dans l'été. Et il dit, voilà, pendant 6 mois, il engage des Polonais sans papier qu'il va payer lui-même en cash. Vous avez un Polonais qui raconte, parce qu'il y a eu un procès, parce qu'évidemment, Donald Trump, à la fin, il s'est dit, ils vont jamais se retourner contre moi, ces Polonais. Ils n'ont pas des papiers. Je leur ai promis X. Je vais leur payer X moins A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y. Donc, un résultat... Il y a même l'histoire dans cet article complètement fou qui est basé uniquement sur le dossier judiciaire de Trump qui convoque dans son bureau un des employés pour venir le payer en cash. Donc, impliqué à fond. Il y a l'histoire complètement folle de... Trump qui engage un négociateur. Je vous ai raconté cette histoire, je l'ai mise à la fin de l'article parce que le négociateur, c'est évidemment des méthodes mafieuses. Le gars, c'est un labor consultant.
Donc, c'est un consultant pour le travail. Évidemment, il fait près de 120 kilos. Il mesure presque 2 mètres. Et c'est lui qui doit gérer C'est un casseur, le problème. Voilà. Il mesure 1m96 et il pèse 130 kilos. Et quand la personne, le Daniel Sullivan, prend le boulot, c'est lui déjà qui aide Trump à régler ses problèmes d'employés à Atlantic City. On voit comment ça se règle, ces problèmes-là. Quand le Daniel Sullivan arrive et que Trump lui dit non, mais je leur ai même donné du liquide, Sullivan dit ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que il reconnaît que Trump s'est mis hors la loi une quinzaine de fois dans cette affaire-là. Et donc, on a besoin de mettre de la pression sur les Polonais. Et comment on fait pour mettre la pression sur les Polonais ? On va leur faire passer un coup de téléphone. Il y a plusieurs manières, donc évidemment, on utilise Sullivan. On va leur faire passer un coup de téléphone d'un certain John Barron. Non. John Barron appelle les Polonais en leur disant « Écoutez, je viens de parler avec Donald Trump, c'est votre dernière chance là. Parce qu'il va attaquer la compagnie qui lui a fourni. Parce que quand on engage des Polonais sans papier, on passe par une compagnie illégale qui engage des Polonais sans papier. Incroyable. Et donc, il appelle le patron qui s'appelle Szabo. Il l'appelle, John Barron. Il a au téléphone en lui disant c'est votre dernière chance. J'ai parlé à Donald Trump et il va vous attaquer pour utiliser de la main-d'œuvre illégale. Il va vous demander 100 millions de dollars. Et en plus de ça, moi, je le connais, Donald Trump. Moi, je vous dis ça, on est amis. Je m'appelle John Barron. Je vous préviens, Donald Trump va très certainement vous signaler à l'immigration. Voilà, donc soit vous laissez tomber les plaintes contre lui et vous ne porterez plus jamais plainte contre lui, soit il va vous arriver tout ça. Le problème, c'est que le Polonais en question ne s'est pas démonté et il a attaqué Trump devant les tribunaux. Et Trump, évidemment, il y a eu à terme un accord à l'amiable et c'est pour ça que cette affaire n'est pas vraiment connue, mais Trump a été interrogé sous serment dans le cadre de cette procédure-là, comme on l'avait vu être interrogé dans d'autres affaires. Et c'est là qu'on l'a coincé pour Barron. Et c'est là qu'on l'a coincé parce que, évidemment, ça se sait à l'époque qu'il utilise... On est en 90, c'est pour ça qu'en 91, il utilise John Miller. Ouais, parce C'est qu'il la s'était mort de grillé John avec Barron. ça. Ouais. C'est la mort de John Barron parce que sous serment, on va demander à Trump s'il utilise le nom John Barron. Et il ne peut pas mentir parce qu'il ne sait pas les éléments qui sont face à lui. Donc, sous serment, Trump dit lui-même « Je crois que j'ai utilisé de manière occasionnelle ce nom ». C'est Trump, sous serment, qui reconnaît qu'il a utilisé le nom de John Barron. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que, évidemment, nous sommes dans le monde imaginaire de Donald Trump. Vous voyez que, comme Thomas vous l'a dit, c'est pas parce qu'il a 79 ans qu'il en est là. Il a toujours fait ça. Mais c'est parce que aujourd'hui, sur C-SPAN, il y a John Barron qui a appelé en direct Back from the grave. pour prendre la défense de Donald Trump et des frais douaniers. Vas-y, Thomas. Trump posing. John in Virginia, Republican. Let's hear from you. Well, this is John Barron, and this is the worst decision you ever have in your life, practically. Jack's going to agree with me, right? But this is a terrible decision, and you have Hakeem Jeffries, he's a dope, and you have Chuck Schumer, who can't cook a cheeseburger. Of course these people are happy. But true Americans will not be happy. And you have the woman earlier, I assume she's a woman, she's a Democrat, but she said she's disgraced. She's devastated. All right, by John. this. We'll go to Chester, who's in Baton Rouge, Louisiana, Democratic caller. Non. Le truc le plus fou, Non. c'est que, c'est pas de l'AI. C'est une vraie vidéo, c'est un vrai appel en direct sur C-SPAN. C-SPAN, c'est la chaîne qui traite que
de la politique, et il y a ce rendez-vous où les gens appellent en disant, donc voilà, Virginie, John de Virginie, C'est pas qui possible. appelle depuis et qui est républicain et donc qui prend la défense de Donald Trump. Alors non, le plus fou, c'est que il y a deux options. C'est quelqu'un qui a appelé avec du AI. Ça doit être ça. C'est soit quelqu'un qui décide de faire une blague, qui connaît l'histoire de John Barron qui fait la blague et qui se fait passer pour Trump, soit c'est Trump. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. c'est que Tout est possible. c'est fort possible que Trump se dit « Je suis en week-end ». C'est ça, je ne sais pas c'est quoi l'option. Les deux sont possibles. Franchement, le chat, dites-nous. Non, mais et c'est ça le plus triste. Il en est capable. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas. Si c'était n'importe quel autre président, tout de suite on dit « Ok, c'est quelqu'un qui fait la blague, qui appelle, qui utilise une voix ». Mais le fait que ce soit Trump, avec tout ce qu'on vous a dit et tout ce que vous savez, je ne suis pas convaincu que ce soit quelqu'un qui joue une blague. Non, et d'ailleurs, on a une breaking news à l'instant sur cette nouvelle. C-SPAN a été obligé de venir à la défense de Donald Trump en disant qu'ils estiment que ce n'est pas le président et que le numéro venait de Virginie centrale alors que Donald Trump était à Washington. Donald Trump, 1 heure de route. Oui, et puis Donald Trump est habitué à utiliser des burner phones, on le sait. Je ne dis pas que c'est Donald Trump, mais effectivement, comme vous l'a dit Thomas, le fait qu'on s'interroge de se dire « Ouais, en fait, c'est possible ». C'est extraordinaire. Tout ça, c'est parce que Donald Trump vit dans un monde imaginaire, entouré d'amis, de conseillers, de membres de la famille qui l'encouragent à croire que ce monde de mensonges est vrai. Et au bout d'un moment, quand on a 79 ans, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. On ne sait plus quand on regarde dans le miroir si c'est Caroline qui est face à vous, si c'est John Barron, si c'est John Miller ou si c'est Donald Trump. On ne sait plus. Voilà, en tout cas, ça c'était l'histoire de John Barron et c'est pas fini, on va continuer à explorer après ça le monde fou de Donald Trump. À tout de suite.